La contribution des femmes dans le processus de paix et dans le vivre ensemble au Mali ne relève pas seulement du slogan. Bien avant même la crise, les femmes s'étaient illustrées dans leur mode d'organisation pour participer pleinement à la vie publique au Mali. Tout le monde connaît l'action de la CAFO, tout le monde connaît aussi leur action au sein même des organisations islamiques. Et l'action de femmes très importantes comme Mme Sina Damban, comme Mme Maïga Sina Damban et d'autres, Awa Keïta, et je peux en citer d'autres. C'est-à-dire que lors même du déclenchement de la crise malienne, avec l'invasion djihadiste au nord, on a vu comment les femmes de Tombouctou, les femmes de Goundam et d'autres se sont illustrées comme étant des paravents et de véritables remparts contre l'extrémisme. Leur action n'a jamais cessé parce que c'est un enjeu capital pour elles. Les femmes ont été les premières victimes de l'extrémisme, donc ils ont été aux avant-postes bien avant que les hommes ou les hommes politiques considèrent cet extrémisme comme étant violent et menaçant la sécurité et la stabilité. Ceci ne s'est pas démenti dans leurs autres actions qu'elles mènent aujourd'hui dans le cadre d'organisation et leur lutte pour mieux intégrer les structures de décision, les structures qui œuvrent pour la stabilisation et la paix au Mali. Certes, les difficultés relatives à une bonne participation des femmes sur les questions de paix et de sécurité et leur contribution ne sont pas seulement propres au Mali. Il y a d'abord cette tendance globale. On vient de fêter le 20e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies, qui était quand même pourtant promis à l'unanimité à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais dont la mise en œuvre a été très faible dans tous les pays, mais notamment en Afrique et dans le Sahel. Malgré les efforts menés par une nouvelle génération de femmes ici au Mali, comme Adam Diko, Nana Alassane Touré et Fatoumata Azarok du comité de suivi de l'accord, on voit qu'il y a encore des difficultés, il y a encore des efforts à faire. À titre d'exemple, si je prends l'exemple de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, sur les 25 commissaires, il n'y a que 5 femmes. C'est pareil au niveau du Conseil national de la transition qui a été mis en place après le coup d'État, où sur les 121 conseillers, il n'y a que 32 femmes. Et on retrouve la même tendance, ou même encore beaucoup plus faible, pour ce qui est du comité du suivi de l'accord, où sur les 37 membres, il n'y a que 9 femmes. Certains espoirs pointent déjà, parce qu'on parle d'une évolution du nombre des femmes dans le comité du suivi de l'accord, de 9 à 12 prochainement. Cela montre qu'il y a encore des efforts à faire et qu'il y a véritablement encore là des obstacles institutionnels, mais aussi des obstacles socioculturels à dépasser. Il est vrai qu'il y a des obstacles institutionnels, mais on évoque trop souvent les pesanteurs socioculturelles, voire religieuses. Cela n'a pas été facile au Mali avec le Code de 2009, avec tous les débats que ça avait suscité à l'époque. Mais je crois qu'on pourrait apprendre l'expérience marocaine qui, dès 1958, à l'accession du pays à l'indépendance, il y a eu la promulgation du Code de la famille. Une révision aura lieu sous le roi Hassan II en 1993 et une autre révision par le Parlement marocain en 2004 avant que cette nouvelle mouture soit promulguée en 2004 par le roi Mohamed VI. Mais il a fallu des efforts conséquents de Sa Majesté le roi pour qu'on arrive à des évolutions significatives, notamment sur la transmission de la nationalité en octobre 2006. Pour dire que les sociétés sont capables de dynamique, il faut de la volonté politique, il faut quand même de la revendication et un combat acharné des femmes, mais on doit associer dans cette réflexion aussi bien les politiques que les religieux pour que véritablement l'islam ne puisse pas continuer à être vu comme un facteur bloquant du droit des femmes. L'implication des femmes dans les processus de paix, dans la construction de la paix est tellement importante que je crois qu'on devrait améliorer leurs conditions, améliorer leur sort dans les législations. Vous savez, j'ai coutume de répondre à ceux qui expriment leurs craintes par rapport au risque d'échec de la diplomatie. Et bien, je leur dis que même s'il y a échec de la diplomatie et des hommes politiques, telle une oasis dans un désert, après l'échec de la diplomatie, il restera toujours la volonté des femmes.